Si vous étiez piégé sur un vaisseau mère extraterrestre et que vous étiez obligé de participer à un jeu de la mort où toutes les 2 minutes, vous devrez voter pour le prochain à mourir, que feriez-vous? C'est un des scénarios les plus horribles qu'on puisse imaginer. Et il y aura un rebondissement incroyable à la fin qui vous laissera bouche bée. Je suis là pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre le jeu de vote de la mort dans Cercle. Toutes les personnes présentes dans cette pièce sont sur le point de s'entretuer. Le jeu commence avec 50 étrangers qui atterrissent dans 2 grands cercles au milieu d'une pièce plongée dans l'obscurité. Chacun d'entre eux se tient debout sur son propre point d'un rouge vif qui entoure 2 cercles de flèches au centre desquels se trouve un mystérieux orbe noir. Une femme essaie de faire un pas en avant, mais dès que son pied franchit le cercle, un signal sonore retentit et l'avertit qu'elle ne doit pas bouger. La même chose se produit quand elle tente de toucher le marine qui se tient à côté d'elle. À ce moment-là, une autre femme se réveille, mais très vite, elle commence à paniquer. Terrifiée, elle dépasse les limites de son point rouge et est immédiatement tuée par une charge d'énergie provenant de l'orbe. Tout à coup, un autre signal sonore retentit. La pièce est inondée d'une lumière éclatante et tout le monde se réveille enfin. Quand il voit le corps de la femme, un homme panique et tente de s'enfuir, mais il est également tué par le rayon d'énergie, ce qui montre clairement que sortir du cercle signifie mourir instantanément. Les autres restent parfaitement immobiles et tout le monde essaie de comprendre ce qu'il faut faire. Personne ne veut faire le prochain mouvement, mais plus le temps passe, plus ils peuvent entendre un bruit sourd et vibrant qui ressemble à un compte à rebours. Un homme est sur le point de dire quelque chose, mais dès qu'il commence à parler, le rayon d'énergie le tue sans raison apparente. Alors que tous les autres sont dans la panique totale, l'un d'entre eux comprend enfin comment le jeu va se dérouler. Il regarde vers le bas et remarque qu'une des flèches est blanche et qu'il peut la déplacer vers la gauche ou vers la droite quand il fait des mouvements dans les 2 directions avec sa main. Pendant le compte à rebours, il sélectionne une femme et il ferme le poing, bloquant ainsi sa décision. Et bien sûr, elle est également tuée par le rayon. Les flèches indiquent le vote qu'ils ont réalisé pour le prochain à sacrifier. Mais vous ne pouvez voir que votre propre choix. Toutes les 2 minutes, l'un d'entre eux va mourir, en partant du 50e, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul survivant. Le tour suivant se déroule sans que personne ne vote, ou presque. En effet, un des joueurs fait un choix discret au dernier moment, et ce serveur ringard se fait tuer. Ok, c'est complètement dingue. Ces gens avaient une vie normale jusqu'à ce qu'ils deviennent tout à coup les candidats d'une sorte d'émission de télé-réalité démentielle animée par des extraterrestres. Et où se faire éliminer de l'île signifie découvrir ce qu'on ressent quand ses organes internes sont passés au micro-ondes et transformés en bave de crapaud par un rayon laser. À côté de ça, Total Wipeout ressemblerait à une promenade de santé. Et le pire, c'est que vous comptez sur 50 autres Américains lambda pour accorder autant de valeur à votre vie qu'à la leur. Et je pense que nous savons tous quelles sont nos chances. Vous auriez probablement plus de chances de survivre si vous tombiez dans une cage de tigre, vêtue d'un costume en viande de bœuf wagyu, tel que celle que Lady Gaga portait lors des Music Awards de 2010. Personne ne sait pourquoi ils ont été choisis, ni ce que E.T. et ses amis espèrent apprendre de tout ça. Mais les règles sont simples, et il n'y a qu'une seule issue. La question la plus importante est donc la suivante. Comment m'assurer que c'est moi qui sortirai de ce vaisseau spatial quand tout sera terminé ? Il semblerait que la réponse se joue sur 2 facteurs principaux, la stratégie et une bonne dose de chance. Tout dépendra de la relation que vous aurez avec les 49 autres personnes présentes dans cette pièce. Si c'était moi à leur place, je commencerais donc par observer attentivement chaque membre du groupe, pour voir ce que je peux apprendre sur mes compagnons de jeu ici. Dans l'ensemble, tous les membres du groupe semblent avoir été choisis au hasard dans la population générale, avec des gens qui représentent toutes les catégories sociales et tous les profils. Nous avons une répartition assez homogène de tous les âges, de toutes les professions, de toutes les classes sociales et de tous les milieux culturels. Mais il y a 2 joueurs dans le groupe qui se distinguent particulièrement des autres, la petite fille et la femme enceinte. Maintenant, pour ce qu'en savent les joueurs, la présence de ces 2-là n'est qu'une coïncidence. Mais si vous analysez les statistiques, vous vous apercevrez rapidement que cette explication ne tient pas forcément la route. Réfléchissez-y de cette manière. Sur les quelques 332 millions de personnes qui composent la population totale des États-Unis, environ 20%, soit une personne sur 5, sont des enfants âgés de 0 à 14 ans. Ça signifie que dans une pièce remplie de 50 personnes choisies au hasard, on peut s'attendre à ce qu'environ 10 d'entre elles soient des enfants, ce qui représente une différence significative par rapport au seul enfant que nous avons ici. Il en va de même pour la femme enceinte. Il s'agit d'un calcul approximatif, mais selon des données récentes du CDC, nous pouvons estimer le taux de natalité à environ 50 naissances pour 1000 femmes en âge de procréer par an. Si la moitié du groupe, soit 25 personnes, est de sexe féminin, environ 20% ou une personne sur 5 se situerait dans cette tranche d'âge. Si on se base sur ces chiffres, la probabilité qu'une seule femme enceinte fasse partie du groupe est d'environ 25%. Ce qui signifie que dans la plupart des cas, si le groupe a vraiment été choisi au hasard, il ne devrait pas y avoir de femmes enceintes du tout dans le groupe.
Bien sûr, vous ne pourriez pas disposer de ces chiffres exacts à ce moment-là, sauf si vous étiez un agent de recensement. Mais votre instinct devrait vous dire que le simple hasard n'est pas le seul facteur déterminant dans cette affaire. Ça nous indique que la petite fille et la femme enceinte ici présentes ont très certainement été intégrées dans le groupe exprès. Les extraterrestres qui sont à l'origine de ce cauchemar ont très probablement observé les humains pendant un certain temps. Et ils ont délibérément choisi de les inclure dans le groupe parce qu'ils savent que les petits-enfants et les femmes enceintes sont deux des profils les plus appréciés et les plus protégés de la société humaine. Sur cette base, je commence déjà à soupçonner qu'il ne s'agit pas d'un simple jeu. Il s'agit d'un test, ce qui bien sûr change tout. Je ne sais pas encore exactement ce qu'ils testent, mais ils ont supprimé l'option de violence physique, ce qui signifie qu'ils ne sont certainement pas intéressés par la question de savoir qui gagnerait dans un combat. La réponse est probablement qu'ils ont organisé les choses de cette façon parce qu'ils veulent voir comment nous réagirions mentalement à ce genre de stress, et si nous aurions recours à la manipulation pour rester en vie, ou si nous serions prêts à nous sacrifier pour protéger les femmes et les enfants. Maintenant que nous avons une meilleure idée de la raison de notre présence ici, il est temps de décider de notre prochaine action. Il semble que le but ultime soit d'être la dernière personne debout. Et d'après ce que je vois, il y a plusieurs approches différentes que nous pouvons utiliser pour y arriver. Tout d'abord, vous pourriez essayer de prendre le contrôle de la situation en vous imposant d'emblée comme leader du groupe. Ça signifie que vous devriez former des alliances avec des joueurs qui partagent vos idées, ou trouver des moyens créatifs de manipuler ceux qui sont plus facilement influençables pour qu'ils rejoignent votre camp. Vous pourriez essayer de déceler les différences philosophiques et morales entre les joueurs à mesure que la situation s'envenime, et semer discrètement le doute pour les monter les uns contre les autres. Prendre le contrôle dès le début peut vous permettre d'éliminer les joueurs que vous considérez comme les plus menaçants, mais ça pourrait aussi attirer trop l'attention sur vous, et vous faire tuer très rapidement. Sinon, vous pourriez choisir de rester silencieux et essayer de cerner les autres personnalités présentes dans la pièce. Les décisions prises en début de partie seront alors confiées à d'autres, mais vous ne serez pas remarqué, et vous aurez le temps d'observer l'assemblée sans trop attirer l'attention sur vous. Dans les deux cas, c'est un risque, mais si c'était moi à leur place, je choisirais cette option pour le moment. Que vous soyez à la tête du groupe ou que vous vous fondiez dans la masse, il est essentiel de décider très tôt qui vous allez devoir éliminer. Pour l'instant, j'observe le type avec la casquette à l'envers, parce qu'il a tué la dame juste pour tester sa théorie, alors qu'ils étaient encore en train d'essayer de comprendre comment fonctionnait le système de vote. Si c'était moi à leur place, je voudrais aussi éliminer tous ceux qui commenceraient à proposer des idées, parce que s'il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur, il est inévitable qu'il serait une menace pour ma survie par la suite. Après tout, il vaut mieux avoir une salle entière de suiveurs qu'on peut manipuler qu'une salle pleine de têtes brûlées qui vont compliquer les choses. L'essentiel, c'est de jouer la carte de la sécurité pour l'instant. Mais si tout le reste échoue, vous pouvez toujours essayer de vous écarter rapidement de votre cercle et en même temps attirer la personne à côté de vous en face du rayon lumineux. Peut-être, je dis bien peut-être, que ça marchera, et que vous pourrez ensuite courir tout autour du cercle en utilisant les autres joueurs comme bouclier de viande, en provoquant le chaos et en les forçant à quitter leur point pour terminer le jeu dans un immense feu d'artifice de gloire. Les chances qu'un tel scénario réussisse sont très minces, mais je garderai cette idée dans ma manche en dernier recours si jamais j'apprenais que je suis sur le point d'être éliminé. Alors que 45 d'entre eux sont encore en vie, les joueurs acceptent tous une trêve. Mais le même type qui avait tué le serveur choisit discrètement une femme qui ne faisait que s'occuper de ses affaires à l'arrière. Tout le monde commence à se disputer pour savoir ce qu'il faut faire, jusqu'à ce que la majorité accepte de voter pour la femme morte. Ils bloquent leur vote, mais au lieu que ce soit la femme déjà morte, c'est un des joueurs encore en vie qui est tué, sans aucun moyen de savoir ce qui s'est réellement passé. Cette fois-ci, tous les joueurs acceptent de montrer leurs mains pour prouver que personne ne vote. Le compte à rebours commence, mais quand le temps est écoulé, toutes les flèches du centre s'allument tout à coup en blanc en même temps. Et une femme au hasard du cercle arrière est grillée par le rayon, ce qui prouve que refuser de jouer au jeu ne les sauvera pas. Ce type en sweat à capuche bleue tente de prendre le contrôle de la situation et il propose une idée complètement galactique sur ce qu'il faut faire. Il pense qu'il pourrait gagner du temps et trouver un moyen de mettre fin à tout ça s'il votait d'abord pour les personnes âgées présentes dans la pièce, puisqu'elles seraient de toute façon les prochaines à mourir s'ils étaient dans le monde réel. Quelques participants expriment leur désaccord, mais ils sont rapidement mis en minorité et ce grand-père est choisi comme le prochain à être sacrifié. Et le plan consiste à continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne de plus de 70 ans qui reste en vie. Ok, c'est une façon de faire avancer les choses. Ce type est-il un vrai connard pour avoir suggéré de sacrifier d'abord les personnes âgées sur la seule base de leur âge? Oui. Et suis-je tout à fait d'accord pour dire que c'est le meilleur choix pour l'instant? Ben oui aussi. Mais vous ne m'entendriez pas le dire à voix haute devant eux, ça c'est sûr.
Se faire des ennemis si tôt, c'est la garantie d'être éliminé plus tard. Donc je ne serai pas celle qui suggérerait ce genre de stratégie. Et je ne serai certainement pas celle qui l'empêchera d'en parler. Il se croit très malin d'avoir trouvé cette idée, mais en montrant son jeu si tôt, il vient aussi de se placer en tête de mes cibles. On peut s'en prendre au vieux pour l'instant. Mais quand il s'agira de choisir des jeunes à sacrifier, je voterai pour lui sans hésiter, parce que je sais déjà qu'il sera le premier à essayer de me faire tuer sans la moindre hésitation. Nous avons vu que si personne ne vote, l'élimination se fait au hasard. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment d'issue facile, mais c'est peut-être aussi la façon la plus juste de décider qui va rentrer à la maison et quelle serait votre meilleure chance de survie. Je m'explique. La seule façon vraiment équitable de jouer à ce jeu, c'est de le laisser entièrement au hasard et de demander à tous les membres du groupe de ne pas voter. Au lieu d'un concours de manipulation et de popularité, il y a une chance sur 50 pour chacun de rester en vie, ce qui rend les chances de survie tout à fait équitables pour tout le monde. Bien qu'une chance sur 50 ne semble pas être la meilleure des probabilités, c'est probablement mieux d'un point de vue global que de continuer à jouer de la même manière qu'en ce moment. Parce que de toute façon, que vous parliez trop ou pas assez, vous finirez par attirer l'attention du groupe sur vous. Et une fois que ce sera le cas, tout sera fini. Dans les affaires judiciaires, par exemple, les avocats préfèrent souvent négocier un accord à l'amiable plutôt que de s'en remettre à la décision d'un jury. Parce que ça réduit le niveau d'incertitude quant à l'issue de l'affaire, et ça atténue le risque de perdre le procès. Si c'était moi à leur place, j'envisagerais d'adopter la même approche ici. Parce qu'à bien y réfléchir, il est probablement plus sûr de laisser la chance au véritable hasard plutôt qu'à un groupe de personnes impressionnables et désespérées qui pourraient se retourner contre vous en un clin d'œil. Vous n'avez même pas besoin de convaincre tout le monde d'accepter ce mode de fonctionnement, mais seulement la majorité des joueurs, parce que si quelqu'un va à l'encontre du groupe et commence à voter, alors tous les autres voudront l'éliminer, parce qu'il deviendra une menace. Ce n'est pas idéal, mais c'est le seul moyen d'éliminer ceux qui sont biaisés, et de rendre le jeu aussi équitable que possible pour toutes les personnes impliquées. La prochaine à passer sur le bio est cette dame d'un certain âge qui porte un chapeau, mais c'est là que les choses commencent à se compliquer. Elle dit qu'elle n'a que 52 ans, ce qui veut dire qu'elle est plus jeune que ce que les autres pensaient. En plus, elle a survécu à un cancer du sein, et elle est en rémission complète, ce qui signifie qu'elle a encore une longue vie devant elle. Ce type à la capuche bleue pense toujours qu'elle devrait être la prochaine à être sacrifiée, mais les plus âgés du groupe réalisent où ça mènerait, et ils décident de se révolter et votent pour le liquider à la place. Personne d'autre ne veut parler de peur d'être sacrifié à son tour, jusqu'à ce que le marine fasse remarquer qu'ils doivent être ici pour une raison. S'ils arrivaient à comprendre pourquoi ils ont tous été choisis et s'ils ont tous quelque chose en commun, ils pourraient peut-être enfin comprendre le but ultime du jeu. C'est le meilleur plan qu'on puisse imaginer. Une femme du dernier rang accepte alors de commencer. Elle se présente sous le nom de Bess et travaille dans les ressources humaines. Elle raconte à tout le monde l'histoire de sa vie, ce qui les saoule à en mourir, jusqu'à ce que le compte à rebours recommence. Et il semblerait que choisir de passer en premier ait été un mauvais choix, parce qu'il la zappe avec le rayon laser au moment même où elle s'aperçoit qu'elle s'est grillée elle-même. Après ça, tout le monde décide qu'il serait préférable d'éviter de révéler son nom pour rendre les choses moins personnelles. C'est au tour d'un homme qui porte une chemise jaune de se présenter, mais il commet immédiatement une erreur en disant qu'il s'appelle Craig. La femme qui se tient à côté de lui se trouve être sa femme, et il pense qu'il doit y avoir une autre raison à ça que le simple fait du hasard. Les autres joueurs demandent si quelqu'un d'autre connaît qui que ce soit dans la salle, et une seule personne prend la parole. Ce type qui porte une chemise bleue et qui a une liaison avec la femme qui se trouve de l'autre côté du cercle. Craig sent que l'attention se porte à nouveau sur lui, et il demande au groupe de le choisir à la place de sa femme si c'est ce qu'il faut faire. Tout le monde vote, et cette fois-ci c'est une vieille femme du cercle qui est tuée. Personne n'est encore à l'abri, mais le nombre de victimes augmente petit à petit. Ok, ce gars Craig et sa femme sont très suspects. Il vient de proposer de se sacrifier à la place de sa femme alors que personne n'avait encore évoqué cette idée, ce qui est déjà assez louche. Mais le plus étrange, c'est que sa femme a à peine paniqué ou n'a même pas essayé de l'arrêter quand il s'est courageusement mis en danger pour elle. C'est vraiment bizarre, et ça m'amène à penser que de deux choses l'une. Soit ils ont quelque chose à se reprocher, soit c'est une sociopathe sans scrupules. Dans les deux cas, si j'étais à leur place, je voudrais tuer la femme la prochaine fois. En plus, s'ils sont vraiment en couple, ils ont un avantage déloyal avec 2 votes, donc éliminer l'un d'entre eux ne peut être qu'une bonne chose pour le reste d'entre nous. Peut-être que j'ai raison sur ces deux-là, peut-être que j'ai tort, mais au final, peu importe, tant que 2 concurrents ou plus finissent par être éliminés, parce que ça ne fera qu'augmenter mes chances de survie. L'essentiel, c'est de bien jouer le jeu pour ne pas devenir moi-même une cible. Après avoir remarqué cette étrange petite interaction entre ces deux-là, je mentionnerai simplement au reste du groupe que ça me semble assez louche, mais je laisserai les autres lancer les votes. Avec un peu de chance, la nature suivra son cours, et Craig et sa femme seront les 2 prochains à partir, ce qui me rapprochera de la liberté à 2 joueurs près. Les joueurs se tournent ensuite vers ce type qui porte une casquette vert et jaune, et ils découvrent qu'il ne parle pas un mot d'anglais.
La femme qui se tient à côté de lui se porte volontaire pour traduire ce qu'il dit, et elle révèle que l'homme a 3 petites filles au Mexique. Mais quand il réalise qu'il est en situation irrégulière dans le pays, il commence à se montrer sous leur vrai jour. Une grande partie du groupe veut le tuer à cause de ses origines, mais c'est la femme du premier cercle qui est choisie, ce qui l'épargne pour l'instant. Tout à coup, un officier de police du cercle de derrière reconnaît ce type tatoué du cercle de devant. Au début, le criminel essaie de faire croire qu'il ne sait pas de quoi parle le policier, mais la vérité finit par éclater. Il aurait battu sa petite amie parce qu'elle l'avait trompé. Ce n'était pas la première fois qu'il le faisait, et il ne regrette pas du tout. On dirait qu'ils ont enfin trouvé quelqu'un qui mérite ce qui lui arrive, et les autres votent rapidement pour le faire disparaître, éliminant ainsi un autre joueur du plateau. Si seulement ça pouvait être aussi facile pour tout le monde. Le fait qu'un d'entre eux soit un criminel soulève un point intéressant. Certains joueurs suggèrent qu'ils devraient peut-être décider qui mérite de vivre en fonction de leur valeur morale. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Alors qu'ils sont occupés à en discuter, ce tour de scrutin se termine et une femme du premier cercle est tuée, ce qui ne les ramène pas plus près de la vérité. Plutôt que de se concentrer sur l'origine de chacun, un joueur pense qu'un autre facteur influence leur décision. La majorité du groupe est blanche, et qu'ils veuillent l'admettre ou non, ils pensent qu'ils ont choisi de tuer des personnes en raison de la couleur de leur peau. La plupart d'entre eux soutiennent que la couleur de peau n'a rien à voir avec ça, et la conversation s'échauffe rapidement, dégénérant en une véritable dispute, jusqu'à ce que l'officier de police ne puisse plus cacher ce qu'il pense vraiment. Dans le cas présent, il s'avère que l'homme avait raison. Les autres demandent à l'officier de laisser tomber l'argument, mais il ne peut pas s'en empêcher et il s'enfonce de plus en plus dans le trou qu'il a creusé lui-même avec ses remarques. À la fin du tour, ils votent tous pour le tuer. Le Marine fait remarquer qu'ils font tous partie de la même équipe et qu'au lieu de se retourner les uns contre les autres, ils devraient essayer de fausser le jeu. Tout le monde est d'accord avec cette stratégie et ils essaient de voter pour eux-mêmes, mais la machine ne les laisse pas faire. Ils décident alors de voter pour la personne qui se trouve à leur droite. Il semblerait que tout le monde soit sur la même longueur d'onde cette fois, mais à la fin du tour, ce type en chemise bleue est brusquement tué. Personne ne sait exactement comment ça a pu se produire, mais il est possible qu'il s'agisse d'un accident, et ils décident de réessayer. Cette fois, ils obtiennent effectivement leur premier ex-aequo, mais pas de la manière dont ils l'avaient prévu. Une femme enceinte et un homme aux cheveux bouclés sont mis en évidence par un rayon jaune, ce qui indique qu'ils ont reçu le même nombre de voix. Tout le monde doit voter à nouveau, et bien entendu, ils finissent par tuer l'homme aux cheveux bouclés. C'est alors que ce type, Eric, révèle qu'il a voté pour l'homme parce qu'il l'a surpris en train d'essayer secrètement de faire tuer la femme enceinte. Maintenant que l'attention du groupe se porte sur celle-ci, ça soulève un autre gros problème. S'ils ne peuvent pas tricher, un seul d'entre eux pourra vivre. Et comme il y a aussi une petite fille et une femme enceinte, ça signifie que personne d'autre n'a la moindre chance, à moins d'être prêt à commettre l'impensable et à voter pour qu'elle soit tuée. 2 groupes commencent à se former, un qui veut se débarrasser de l'enfant et de la femme enceinte, et un autre qui veut les protéger le plus longtemps possible. Le tour se termine, ce qui oblige tout le monde à voter. Il y a égalité de voix entre la fillette et la femme plus âgée. Et c'est cette dernière qui est finalement sacrifiée. Il s'en est fallu de peu, mais avec la moitié de la salle qui s'acharne sur elle, la petite fille est encore loin d'être en sécurité. Ok, maintenant que des alliances commencent à se former officiellement, ils jouent un jeu encore plus dangereux. Faire partie de la majorité peut vous mettre à l'abri pendant un certain temps, mais ça peut tout aussi bien avoir un effet inverse, s'ils finissent par se retourner contre vous ou si le groupe adverse prend l'avantage. La clé pour rester en vie semble être de jouer la carte de la discrétion à partir de maintenant. Dans cette optique, si c'était moi à leur place, je ferais en sorte de toujours garder mes mains dans mes poches à partir de maintenant, afin que personne ne puisse voir pour qui je vote. Et de cette façon, je pourrais également nier de manière crédible que je n'ai jamais voté du tout. Avec un peu de chance, aucune des équipes ne voudra m'éliminer parce que je pourrais être de leur côté. Et la seule façon de rester en sécurité, c'est donc de faire en sorte qu'elle n'ait aucun moyen de savoir avec certitude, quoi qu'il arrive. Ils n'ont pas besoin d'être au courant, mais je ferai en sorte de voter pour quelqu'un au début de chaque tour. Ainsi, si tous les autres choisissent de ne pas voter, ou s'ils sont tellement occupés à se disputer qu'ils oublient de le faire, il n'y aura aucun risque d'être éliminé au hasard, parce que j'aurais déjà choisi un sacrifié. Il faut voter pour quelqu'un afin d'être sûr de ne pas être éliminé par hasard. Mais il ne faut pas non plus montrer trop clairement quelles sont vos intentions ou de quel côté vous êtes vraiment. J'aime à penser que je ne serais pas prête à m'en prendre à la femme enceinte ou à la petite fille. Mais je suppose qu'on ne peut pas en être sûr tant qu'on n'est pas dans cette situation. Pour l'instant, je vais m'accorder le bénéfice du doute et dire que je ne voterai pas pour elles. Mais je ne me mettrai pas non plus en 4 pour les sauver si quelqu'un d'autre devait le faire. Parce qu'elles sont manifestement les concurrentes les plus sérieuses. Et en les éliminant, j'ai de meilleures chances de rester en vie. Évidemment, le fait que ces deux-là restent dans le jeu jusqu'à la fin n'est pas bon pour moi. Mais non seulement se retourner contre elles est une chose immorale et malhonnête à faire, mais on va immédiatement vous coller une étiquette sur le dos. Surtout par les gens qui ne sont pas d'accord.
Que vous soyez de l'équipe Débarrassez-vous d'elle ou de l'équipe des gentils, l'autre camp voudra vous éliminer. Il vaut donc mieux rester anonyme sur ce que vous ressentez et laisser les autres continuer à se débarrasser les uns des autres. Du moins pour l'instant. Par la suite, l'homme au pull sans manche s'en prend à l'enfant. Et il affirme qu'elle pourrait être une mauvaise personne même si elle n'a que 10 ans. Le round se termine, et cette fois-ci, il y a égalité des voix entre la femme enceinte, la fille et l'homme qui se tient dans la rangée derrière elle. Il panique et tente de les pousser hors de leur cercle, mais il est automatiquement tué par le rayon lumineux. Il leur sauve la vie involontairement, et il meurt techniquement en héros, même s'il n'est en réalité qu'une véritable ordure. Ne sachant plus qui choisir, le groupe décide de faire appel à des volontaires. La salle est calme pendant un moment, mais à la surprise générale, quelques personnes décident de se porter volontaires. Au final, ce pilote, un adolescent et une vieille dame se portent tous volontaires pour être les prochains, chacun pour des raisons personnelles différentes. Ils sortent de leur cercle l'un après l'autre et se sacrifient à la fin de chaque tour. Ok, comme certains se sont portés volontaires, ça nous donne l'occasion d'essayer une stratégie à laquelle je viens de penser. Mais je ne voudrais pas risquer ma propre vie pour voir si elle fonctionne. Il s'agit de s'attaquer à la véritable menace, cette orbe au centre de la pièce, et d'essayer de l'endommager, de le détruire ou de le compromettre d'une quelconque manière. Ils n'ont pas grand-chose avec quoi travailler, mais ils pourraient peut-être essayer de lancer quelque chose de très rigide dessus, comme une montre, une boucle de ceinture ou un peu de monnaie qu'ils trouveraient dans une de leurs poches, juste pour voir s'ils arrivent à le casser. C'est pas gagné, mais si de toute façon ils vont mourir, alors pourquoi ne pas essayer? Et pourquoi pas cette autre idée? À chaque fois qu'ils visent un membre du groupe, l'orbe a peut-être besoin de 2 minutes pour se réalimenter. Juste après que quelqu'un se fasse tuer, c'est peut-être alors le moment d'en profiter et de passer à l'action. Mais encore une fois, si j'étais à leur place, je demanderais à quelqu'un d'autre d'essayer d'abord, juste au cas où ça ne marcherait pas comme prévu. Si ça ne marchait pas, je pourrais alors demander à tous les volontaires de s'avancer en même temps. Qui sait, peut-être que l'orbe sera tellement surchargé en énergie qu'il implosera. Puisque les extraterrestres nous ont fait entrer ici, ça veut dire qu'il doit y avoir un moyen d'en sortir. Il faut juste trouver la bonne occasion pour le faire. L'orbe est la seule chose qui vous empêche de vous déplacer librement dans la pièce. Alors si vous parveniez à détruire cette satanée machine ou à la mettre temporairement hors d'état de nuire, vous pourriez alors chercher la sortie. Et peut-être même que plus d'un parmi nous pourra sortir de là après tout. Comme personne d'autre ne s'est porté volontaire, il est temps pour les joueurs restants de commencer à voter. C'est alors que ce type, qui doit probablement travailler pour une start-up de la Silicon Valley, commence à se moquer des autres joueurs en raison de leurs croyances religieuses. Offensé, Craig fait remarquer que 95% des gens croient en une puissance supérieure. Mais ce crétin répond en traitant les 95% d'idiots, ce qui s'avère être un très mauvais choix de mots. Le vote commence et il semble qu'il sera le prochain à dégager. Mais à la surprise générale, il y a égalité de voix entre lui et une dame au hasard dans le fond. Elle finit par être tuée, et apparemment, il se serait fait suffisamment d'amis parmi les athées du groupe pour rester en vie. Du moins pour l'instant. Mais il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. L'athée sait que les autres vont voter contre lui. Alors il commence à chercher quelqu'un d'autre à poignarder dans le dos, et il finit par choisir cette femme d'une plastique plutôt classique qui se trouve à côté de lui, en prétendant qu'il l'aurait déjà vue dans des pornos. La femme nie en bloc, mais la vérité finit par éclater. Il s'agit en fait d'une briseuse de ménage qui a une liaison secrète avec son patron. Il fait de son mieux pour la faire tuer, mais tout le monde a déjà choisi son camp. Et à la fin de la manche, il est rapidement éliminé du jeu. Ok, waouh! Alors que je pensais avoir tout vu, ce type est sorti de nulle part et a commencé à chercher des problèmes à tout le monde. J'aurais pu te dire comment ça allait se terminer pour toi, mon pote, mais je ne t'aurais pas empêché de faire ton truc parce que, un de moins, ça veut dire que mes chances de survie augmentent. Je devrais te remercier, mais je dois aussi te dire, Monsieur Silicon Valley, vous avez merdé. Je ne pense même pas qu'il soit nécessaire d'expliquer pourquoi traiter toutes les personnes présentes d'idiots en face était une mauvaise idée alors que votre vie était littéralement entre leurs mains. Mais je vais le faire quand même. Être un connard narcissique et égocentrique ici, c'est comme entrer dans un bar sportif du sud de Philadelphie en portant un maillot des Dallas Cowboys. Vous pourrez probablement vous en tirer pendant un certain temps si vous êtes assez intelligent pour la fermer. Mais si vous commencez à attirer trop l'attention sur vous, il ne faudra pas longtemps avant que quelqu'un qui aura bu un peu trop de Michelob Ultra ce matin-là n'essaie de vous envoyer à l'hosto. Si votre stratégie consiste à vous en prendre aux gens de la manière la plus personnelle et la plus désobligeante possible, vous ne pourrez que vous faire tuer. Mais c'est une bonne chose pour moi, parce que ça fait un joueur de moins contre qui je devrais rivaliser pour survivre. N'avez-vous pas prêté attention à la façon dont ça fonctionne? Jusqu'à présent, nous avons vu le gars à la capuche bleue, le flic et le gars aux cheveux bouclés se faire tuer parce qu'il n'arrivait pas à la boucler. Même la pauvre baisse des ressources humaines a été tuée parce qu'elle était ennuyeuse. Alors peut-être que vous taire vous aurait permis de rester en vie un peu plus longtemps.
Quand vous essayez de faire des autres une cible, ce n'est qu'une question de temps avant que le karma ne se retourne contre vous. Et une fois que ça arrive, il n'y a plus qu'une seule chose à dire. Vous avez merde. Et maintenant, l'homme au pull sans manche ici intervient pour dire qu'il devrait épargner les joueurs qui ont des enfants. Mais les jeunes du groupe ne sont pas d'accord. De façon tout à fait inattendue, cet avocat choisit une autre femme prise au hasard. Et il commence à la questionner sur sa vie privée. Mais celle-ci sent bien où ça mène, et elle refuse de lui donner ce qu'il lui demande. Pendant qu'ils se disputent, la manche se termine, et une autre femme au hasard est tuée. L'avocat reprend la conversation avec la femme, et finit par lui faire admettre qu'elle est mariée à une autre femme. Personne d'autre ne semble s'en soucier, mais cet idiot commence à se montrer ouvertement offensant sur le sujet, affirmant que c'est une raison suffisante pour qu'elle meure. Les autres ne sont pas d'accord, et ils le prouvent en votant pour qu'il soit le prochain à être sacrifié. Les autres têtes brûlées restent silencieuses pour l'instant, et les joueurs commencent à réaliser que s'ils ne peuvent pas voter pour eux-mêmes, le jeu se terminera inévitablement par un ex-aequo quand il ne restera plus que 2 joueurs, et que le seul moyen pour que l'un d'entre eux survive, c'est que l'autre finaliste accepte de se sacrifier. Quelques-uns d'entre eux disent qu'ils le feraient, mais la vérité, c'est que personne ne sait comment ils réagiront tant qu'ils ne seront pas mis à l'épreuve le moment venu. La manche se termine, et cette fois, l'homme et la femme qui ont eu une liaison sont à égalité. Comme aucun des deux ne veut être responsable de la mort de l'autre, ils acceptent de mourir ensemble. Chacun sort de son cercle et se sacrifie en même temps. Au début du tour suivant, l'homme barbu ramène l'attention sur la femme enceinte et la petite fille. Il est convaincu que le seul moyen de rendre le jeu équitable, c'est d'en éliminer une des deux, puisqu'il n'est pas possible que les deux survivent à la fin. Le groupe n'arrive pas à se décider. Monsieur Pull sans manche dit alors qu'il devrait choisir la personne qui contribue le plus à la société, et il argue que le monde a déjà assez de bébés dont les mères célibataires ne peuvent pas s'occuper. C'est un argument à la con, mais heureusement pour lui, le tour se termine avant que les autres ne puissent l'éliminer. C'est donc ce type portant sa casquette à l'envers qui est éliminé. Le gars avec un seul bras, appelons-le le manchot, demande à Monsieur Pull sans manche ce qu'il rend si spécial. Et ce dernier répond qu'il est un riche banquier qui fait des dons importants à des œuvres de charité. Il insiste sur le fait que la seule façon de faire un choix juste, c'est de choisir la personne qui a le plus de valeur dans le monde réel. Un autre tour passe, et cette fois-ci, la traductrice est tuée, ce qui fait de la personne qui ne parle pas anglais la prochaine cible des membres les plus acharnés du groupe. Juste à ce moment-là, Eric décide de parler pour la première fois depuis longtemps. Il soupçonne les membres les plus impitoyables du groupe de conspirer pour faire basculer la majorité des votes de leur côté, afin de pouvoir tuer la femme enceinte et la petite fille. Et il commence à organiser une équipe de survivants qui partagent les mêmes idées que lui pour aider à leur survie aussi longtemps qu'ils le pourront. Eric, le marine, la survivante du cancer et le manchot font équipe avec les 2 filles, mais ils ne parviennent pas à rallier suffisamment de voix à leur cause avant la fin du tour. La petite fille et l'homme qui ne parle pas anglais sont à égalité, et l'homme fait le choix héroïque de se sacrifier pour donner une nouvelle chance à la petite fille. Monsieur Pull sans manche est furieux que les choses ne se passent pas comme il le souhaitait, et le marine le traite d'ordure pour avoir essayé de jeter une petite fille innocente en pâture, juste pour sauver sa propre vie quelques minutes de plus. Monsieur Pull sans manche refuse d'abandonner et crie qu'ils doivent se débarrasser de la femme enceinte et de la petite fille tout de suite. Comme ça, au moins, tous les autres auront une chance de survivre. Il est temps de procéder à un nouveau vote, et cette fois, le tour se termine par une égalité entre Monsieur Pull sans manche lui-même et son ennemi juré, la fillette de 10 ans. Le groupe des impitoyables réfléchit rapidement, et il décide de forcer une nouvelle égalité afin que les deux soient éliminés. Mais seul Monsieur Pull sans manche est éliminé. Et honnêtement, bon débarras. Il s'avère que la femme de Craig a décidé de ne pas voter parce qu'elle ne pouvait pas se résoudre à sacrifier une enfant. Ok, pour l'instant, cette salle est plus divisée qu'elle ne le sera jamais. Un camp veut éliminer les 2 maillons les plus faibles pour donner à tout le monde les meilleures chances de survie, tandis que l'autre camp veut les protéger. Ils sont prêts à s'entretuer d'une seconde à l'autre, et il doit y avoir un moyen d'utiliser ce désaccord à votre avantage. Si c'était moi à leur place, je continuerais à essayer de les monter les uns contre les autres en alimentant la discussion sans trop m'engager dans l'un ou l'autre camp, aussi longtemps que je le pourrais. Je garderai mes votes secrets et je bougerai d'un camp à l'autre sans que personne ne s'en aperçoive. Ainsi, les alliances commenceront à douter des personnes qui se sont associées à elles, et nous pourrons réduire la concurrence sans créer une majorité écrasante d'un côté comme de l'autre. Mais il faut rester prudent, parce que si vous restez un joker trop longtemps, vous risquez de dresser les 2 camps contre vous. Au bout du compte, il faudra choisir un camp pour rester en vie. À ce moment-là, j'observerai lequel semble être le plus en tête, et je ferai équipe avec lui juste pour assurer ma propre sécurité. Pour ce qui est du vote, je m'en prendrai discrètement à la personne qui parle le plus dans chaque camp, soit Monsieur Pull sans manche et son équipe, soit le manchot et les siens. La situation va devenir délicate au fur et à mesure que des joueurs seront éliminés, mais vous devez continuer à jouer le jeu le plus judicieusement possible pour vous assurer de rester en vie le plus longtemps possible.
Furieux, l'homme à la barbe affirme que personne ne veut vraiment se débarrasser de l'enfant, mais que c'est ce qu'il faudra faire, que ça leur plaise ou non. Il a ses partisans, mais le manchot n'est toujours pas d'accord, et il estime qu'il devrait accepter de mourir dignement et cesser d'utiliser ces deux innocentes comme bouclier humain. Il a fait valoir son point de vue, mais la majorité l'emporte, et à la fin du tour suivant, le manchot est tué, ce qui affaiblit petit à petit la seule ligne de défense qu'avaient la femme enceinte et la petite fille. Le groupe impitoyable convient qu'il est temps pour le marine de passer à l'action. Mais il suggère rapidement de voter contre la femme de Craig afin de mettre à l'épreuve la loyauté de son mari. Comme la vie de sa femme est en jeu, Craig décide à la dernière minute de changer de camp. Et ils finissent par tuer ce connard qui s'en prenait à la gamine depuis le début. Et l'équilibre est rétabli. Craig et sa femme ne sont pas encore tirés d'affaire, parce que le barbu veut se venger et il veut comprendre quelles étaient les chances qu'un mari et une femme se retrouvent l'un à côté de l'autre, alors que tous les autres semblent avoir été choisis au hasard. Ils soupçonnent qu'ils ne sont pas mariés du tout, mais qu'ils ont inventé cette histoire pour éviter d'être éliminés. Et ils commencent à les interroger sur leur vie privée. Ils parviennent à résister pendant un certain temps, mais la vérité finit par éclater quand la femme de Craig n'arrive plus à se souvenir du nom de son propre mari. Alors que le tour est sur le point de se terminer, Craig décide d'admettre la vérité. Il essaie de rejeter la responsabilité sur la femme, comme si c'était son idée. Mais les autres votent pour le tuer parce qu'il a menti, et il ne reste plus que 11 d'entre eux. Le barbu saisit sa chance et il commence à essayer de faire basculer le plus grand nombre possible de participants dans son camp. Il commence par dire à la soi-disant femme de Craig que la seule façon pour elle d'avoir une chance de s'en sortir et de revoir sa véritable famille, c'est de faire équipe avec lui. Et il utilise la même stratégie avec la femme qui se trouve immédiatement à sa droite. Jusqu'à présent, son plan semble fonctionner, mais ces gens sans scrupules ne parviennent toujours pas à se mettre d'accord sur la personne qu'ils vont sacrifier avant la fin du temps qui leur est imparti. Le tour se termine avant que quiconque n'ait pu faire son choix, et cette fois-ci, c'est une égalité à 5. Seuls le barbu et le marine survivent au bain de sang, tandis que la survivante du cancer et les deux autres femmes sont toutes éliminées en un seul tour. Ils ne sont donc plus que 7. Le barbu se rend vite compte qu'il ne leur manque qu'une voix pour obtenir la majorité, et il essaie de convaincre la femme enceinte de se retourner contre l'enfant. Mais après avoir réfléchi, elle refuse de le faire. Eric ne veut pas non plus se retourner contre elle. Mais tout à coup, le pasteur se sacrifie, incapable de supporter plus longtemps le stress de voir tout le monde s'affronter. Dans l'état actuel des choses, le prochain round ne peut que se solder par un match nul entre Eric et le barbu. Ce dernier décide donc de faire une offre à Eric et il propose d'échanger la petite fille contre la fausse femme de Craig. À sa grande surprise, Eric accepte, mais il reste encore un joueur qui n'a pas donné son avis. Ils votent l'un après l'autre, jusqu'à ce que ce soit au tour de l'homme vêtu d'une chemise, qui n'a pas dit un seul mot de tout le jeu. Mais au lieu de choisir, il refuse de voter, et la femme fictive de Craig finit par être la prochaine à se faire tuer. Le barbu est choqué, mais Eric fait remarquer que ce type n'a rien dit depuis le début du jeu et n'a pas voté une seule fois. Ce qui explique peut-être pourquoi il a réussi à passer inaperçu et à se maintenir en vie aussi longtemps. Naturellement, le barbu veut sacrifier le silencieux dès le tour suivant, mais les autres ont d'autres plans. Et il est finalement éliminé du groupe, ce qui laisse Eric seul avec la femme enceinte, la petite fille et le silencieux encore debout. Ils sont donc les 4 derniers qui restent. Et comme ils n'ont pas d'autre choix, Eric, la femme enceinte et la petite fille votent pour sacrifier l'homme à la chemise boutonnée, qui accepte son sort sans broncher et s'en va en tant que seul vrai gangster de tout le groupe. Ok, on y est. Il ne reste plus que les 3 derniers, et il ne peut y avoir qu'un seul survivant. Mais comment choisir entre soi-même, une femme enceinte et une petite fille ? Personnellement, je ne peux pas dire ce que je pourrais ressentir à moins d'être réellement dans cette situation. Mais comme nous l'avons déjà dit, le plus juste c'est de laisser le hasard décider si vous n'êtes pas prêt à vous sacrifier pour les sauver. Si vous laissez le choix au hasard, vous avez une chance sur 3 de rentrer chez vous. Et vous n'aurez pas à vivre avec la culpabilité d'avoir sacrifié une personne innocente pour votre propre survie. Même si ce n'est pas idéal, c'est le seul moyen de rendre les choses vraiment équitables à la fin. Mais un de ces 3-là est sur le point de prendre une décision choquante qui va complètement changer la donne. Alors que le temps presse, Eric leur rappelle qu'une fois qu'il sera parti, l'une d'entre elles devra se sacrifier pour que l'autre puisse vivre. À la surprise générale, la petite fille se porte volontaire, et Eric dit qu'il ira avec elle. Ils acceptent de quitter le cercle tous les deux en même temps, mais c'est alors qu'Eric fait la chose la plus ignoble qu'on puisse imaginer. Au moment où la fillette sort de son cercle, Eric vote pour la femme enceinte, et toutes les deux meurent, ce qui laisse Eric comme seul survivant, ou du moins c'est ce qu'il pense. Pour une raison qu'on ignore, le jeu ne s'arrête pas, parce qu'il y a encore un survivant en jeu. Tout à coup, Eric est encerclé par un rayon de lumière jaune, alors qu'un autre rayon plane sur le ventre de la femme enceinte. Eric n'est pas arrivé aussi loin dans le jeu pour se sacrifier maintenant, alors il lève la main et vote pour la dernière fois. Quelque temps plus tard, Eric se réveille au milieu de la rivière de Los Angeles,
alors que plusieurs énormes vaisseaux extraterrestres planent dans le ciel. Ils se feraient un chemin dans les rues de la ville et tombent sur un groupe de survivants, dont des enfants et 2 femmes enceintes. Ils sont les seuls à être encore vivants après avoir terminé chacun leur jeu. Et maintenant, il devra vivre avec le souvenir de ce qu'il a été prêt à faire pour survivre. Waouh, c'était complètement dingue. Je n'arrive pas à croire que tout ça se soit passé comme ça. Mais au final, est-ce que ça vous a surpris? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Komamba pour d'autres vidéos comme celle-ci. Un grand coup de chapeau à nos réalisateurs et à nos éditeurs qui font un travail de malade pour rendre tout ça possible. Et bien sûr, merci à vous les téléspectateurs. Je vous adore. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Et d'ici là, passez une excellente journée!